Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tout compte fait, consacré aujourd'hui à la révolution de l'énergie moins chère. Comment se chauffer sans faire exploser sa facture? Avec l'arrivée de l'hiver, on le sait, c'est la grande préoccupation du moment. Eh bien, vous allez voir qu'il est désormais possible de consommer mieux, plus écolo et surtout à moindre coût, grâce à des matériaux et des techniques d'un nouveau genre et aussi grâce à l'émergence de maisons sans chauffage. Vous verrez, c'est bluffant. Et puis nous vous emmènerons également en Bretagne, à la découverte de ces habitants des Côtes d'Armor qui se sont lancés dans la construction d'un parc d'éoliennes avec l'idée d'être autosuffisants en électricité. Maintenant, les éoliennes, on les regarde tourner et on est content quand il y a du vent, quoi. Mais d'abord, un voyage au pays de l'énergie verte, direction l'Islande, dans le Grand Nord. Un pays pionnier en la matière. Vous allez voir que là-bas, tout fonctionne aux énergies renouvelables. L'électricité coûte beaucoup moins cher, alors quel est leur secret? Est-ce un modèle à suivre, notamment pour nous, Français? Carnet de route signé Hakim Abdelkalek. Si la croissance verte existe, c'est ici qu'elle se trouve, à 3h30 d'avion de Paris. L'Islande, une île 5 fois plus petite que la France. La nature à l'état brut, sauvage, où les baleines viennent parfois danser. Ici, l'énergie est partout. Les Islandais ont appris à dompter ces éléments. Et à l'heure où l'énergie coûte si cher, le pays a réussi à devenir indépendant d'un point de vue énergétique. Une première. Dans les fumées ce matin-là, Nicolas et Stéphania, lui est français, elle islandaise. Ils habitent ici depuis 4 ans et ils viennent montrer à leur fils l'une des attractions phares du pays. Ce sont les volcans qui ont donné naissance à l'Islande et la nature est là pour le rappeler en permanence. Tu vois l'eau comme ça descend et ça fait... C'est qu'on appelle un geyser. Et le geyser. Alors tu vois, ça va commencer là. En fait, le nom geyser, ça vient du geyser qui se trouve juste ici, qui s'appelle geyser. Et en fait, c'est de ce nom-là, de cet endroit-là, est venu le mot geyser. Le geyser symbolise à lui seul les kilomètres et kilomètres de magma qui coulent sous la terre islandaise. Ici d'ailleurs, c'est plus qu'un spectacle. C'est un art de vivre. Et Nicolas, notre Français, s'est vite adapté à ce nouveau mode de vie. Avec sa femme, ingénieure elle aussi, ils font régulièrement la route depuis Reykjavik, la capitale, pour profiter de ces sources d'eau chaude naturelle. C'est comme cela que se détendent les Islandais, des eaux à 35 degrés. Et ça, c'est quoi ça? Quant à l'extérieur, le thermomètre ne dépasse pas les 5 degrés. On est tellement près des volcans en fait que l'eau chaude, même sans être vraiment profonde, arrive à remonter avec la pression et la chaleur. Et du coup on a ces zones géothermiques en fait où l'eau elle ressort du sol bouillante et on peut l'utiliser en fait pour la piscine. Mais en Islande, la chaleur de la terre, ce que l'on appelle la géothermie, ne sert pas uniquement à se détendre. L'homme a su ici, mieux qu'ailleurs, domestiquer cette richesse naturelle. Partout dans le pays, des centrales géothermiques pompent à des kilomètres de profondeur l'eau réchauffée par le magma. Aujourd'hui, 100% de l'électricité en Islande est propre. Chauffage, eau, électricité et même agriculture. Et ce n'est qu'un début. Les Islandais recyclent une partie de leur CO2 en carburant. Des centaines de véhicules roulent déjà grâce à ce procédé. Bienvenue au pays des énergies modèles. Nous sommes à seulement 250 km du cercle polaire arctique. À Reykjavik, 120 000 habitants, le pays produit tellement d'énergie que les Islandais ne se refusent rien. Les piétons par exemple. Ils marchent sur des trottoirs. A priori, tout cela est normal. Sauf qu'ici, les trottoirs sont chauffants, grâce à un système de tuyaux qui distribue les eaux chaudes qui courent sous la terre. L'eau chaude passe, et quand il neige ou qu'il gèle, ça fond tout de suite, et donc vous pouvez marcher tranquillement sans tomber.
Mais vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup d'énergie gaspillée? Je ne crois pas. C'est de l'énergie propre, donc quelque part c'est écologique. Cela peut paraître fou à une époque où l'énergie coûte cher. Mais en Islande, c'est tout l'inverse. Nous sommes dans la banlieue de Reykjavik chez Nicolas, l'ingénieur français, et sa femme Stefania. Chez eux, la lumière, tout, même la télé, est alimentée grâce à l'énergie géothermique, grâce à la chaleur de la Terre. Donc on n'y pense pas, mais en fait tout ici, tout ce qui est électrique, bah, c'est de l'énergie renouvelable. Voilà, le frigo, le micro-ondes, la bouilloire, l'eau froide, l'eau chaude. On peut le sentir, ça sent le volcan. C'est-à-dire ça sent le soufre. Ça sent le soufre, ouais. Dans la famille, c'est Stefania qui tient les cordons de la bourse. Et sa dernière facture mensuelle d'électricité a de quoi faire rêver. Le mois dernier, on a payé 5 600 couronnes, c'est-à-dire 40 €. C'est 3 fois moins cher qu'en France. Comparé à nous, c'est comme si chaque habitant économisait 3 000 € par an d'électricité. À l'échelle du pays, c'est une économie non négligeable, l'équivalent de 7 points de PIB. D'ailleurs, l'énergie renouvelable est considérée comme un trésor national. Et sur les sites touristiques qui vous proposent d'aller voir des baleines ou des aurores boréales, on propose désormais un Energy Tour. Un circuit de 8 heures, 113 € par personne. Et ce matin, c'est pour ce type d'excursion que partent Nicolas et Stefania. Bonjour, enchanté. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je m'appelle Incourt. Voilà, suivez-moi s'il vous plaît. Un circuit touristique consacré exclusivement aux énergies renouvelables. Il fallait y penser. Incourt, le guide, conduit des touristes étrangers. Mais les habitants aussi sont friands de cette balade énergétique. C'est une façon alternative de découvrir l'Islande. Les gens étaient vraiment demandeurs pour visiter les centrales géothermiques. Alors on a eu l'idée d'élargir la thématique aux énergies vertes en général. Après 1 heure de route, on aperçoit les premières fumées. Voici la deuxième plus grosse usine géothermique au monde, Engil. Nicolas et Stefania profitent de l'électricité islandaise depuis 4 ans, mais c'est la première fois qu'ils découvrent comment fonctionnent ces kilomètres de tuyaux qui parcourent tout le pays. Ces tuyaux plongent au centre de la Terre jusqu'à 3000 mètres de profondeur. Et là, on retire une vapeur à très haute pression. Et c'est cette vapeur qui est ensuite envoyée ici. Cette vapeur permet de faire tourner ces énormes turbines. Donc la vapeur arrive par ici, elle fait tourner des pales qui elles-mêmes font tourner le générateur. C'est comme ça qu'on produit de l'électricité. Cette centrale géothermique alimente une bonne partie de la ville de Reykjavik en eau chaude et en électricité. Et des usines comme celle-ci, il en existe 7 en Islande. Elles fournissent 1/4 de l'électricité du pays. Le reste provient d'une autre ressource renouvelable, l'énergie hydraulique. On a vraiment un contraste en fait entre la nature islandaise, on peut voir les beaux paysages et la nature, les montagnes. Et après on se retrouve dans cet endroit ici, où là on voit comment l'homme en fait a su maîtriser les éléments naturels de l'Islande. On prend ça comme quelque chose d'acquis. C'est là, on a grandi dedans, on ne se dit pas que c'est extraordinaire. Mais il faut vraiment venir pour comprendre le gigantisme. Comme Nicolas et Stefania, ils sont désormais des centaines à venir visiter la centrale d'Engil. Elle possède même sa propre boutique de souvenirs. Comme pour un musée, avec livres et t-shirts à son effigie. Quelques kilomètres plus loin,
C'est l'heure de faire une petite pause dans l'un de ces restaurants typiques de l'Islande, où la terre ne cesse de fumer naturellement. Au bord de la rivière perdure la même tradition culinaire depuis des siècles. Ce que vous voyez ici, c'est une source chaude naturelle. Vous pouvez voir la vapeur et sentir la chaleur. Les Islandais sont un peu les inventeurs de la pierrade. La température de la pierre atteint les 100 degrés. Ici, un pain de seigle typiquement islandais. Il faut 12 heures pour le cuire à l'aide de la seule chaleur de la terre. C'était à l'époque, oui, c'était la manière typique. Maintenant, bien évidemment, on est plus dans la boulangerie classique. Mais dans cet endroit, par exemple, à Hvergade, c'est encore la spécialité. Donc on peut aller dans les restaurants, on peut aller à la boulangerie, où on va avoir beaucoup de spécialités en fait cuites comme ça. Notre couple franco-islandais repart sur les routes du pays pour une découverte beaucoup plus étonnante. Car voici à quoi ressemble l'agriculture locale. Des serres, là aussi géothermiques. Dans ce pays souvent froid et sombre, on arrive tout de même à cultiver des fruits et légumes toute l'année. Les Islandais eux-mêmes sont toujours curieux de venir voir cette production géothermique et surtout de la goûter. Le patron des lieux s'appelle Knutur. Bonjour. Ça va, tout va bien? Bonjour. Bienvenue. Je m'appelle Knutur, c'est moi le fermier. Donc ici, on fait des tomates et des concombres toute l'année. Pour beaucoup de monde, ça semble très étrange, car les gens savent que nous avons des hivers très rigoureux. Mais on rend ça possible grâce à l'eau chaude souterraine qui permet de chauffer nos tuyaux. Ici, donc, on a quelques plants de concombres, des vieux plants de concombres. Knutur est l'un des plus gros producteurs de la région. Ici, on a beaucoup d'eau chaude en dessous, et quand elle arrive, elle est à peu près à 95 degrés. Grâce à cette eau très chaude et les lumières artificielles comme en plein jour, la température est ici méditerranéenne. Knutur récolte 300 tonnes de légumes par an. J'aurais pu mettre des citronniers ou des bananiers, mais mes bananes coûteraient trop cher. Mais ce qu'on fait pousser ici en Islande avec ce système, ce sont les tomates et les concombres. Il faut savoir que tous les concombres vendus dans le pays sont islandais, ainsi que près de 60% des salades et des laitues. Certaines herbes, le poivre, les aubergines, une partie des fraises et des groseilles aussi. En été, les tomates de Knutur sont au même prix que les tomates d'importation. Mais l'hiver, elle coûte 30% plus cher. Stéphania, elle est comment cette tomate? C'est très bon. Elle a du goût? Oui, elle est goûteuse. C'est d'ailleurs assez surprenant vu qu'elle n'est pas encore très rouge. C'est pas du tout acide ou quoi que ce soit. Des légumes toute l'année, cultivés dans un pays qui se trouve à moins d'1 heure du cercle polaire. C'est aussi ça le miracle de la géothermie. Une énergie renouvelable que les Islandais maîtrisent désormais parfaitement. Mais le gouvernement entend bien révolutionner une autre énergie, le carburant. À la sortie de Reykjavik, une station-service banale. Ce soir-là, Martin, agent d'assurance, vient faire son plein. Mais il ne va pas mettre de l'essence. Il fait le plein de méthane, du gaz, un carburant bien moins cher. Avec de l'essence normale, j'aurais payé 35 à 40% plus cher. Mais pour être tout à fait honnête, la voiture consomme plus avec le méthane. Il faut donc ajouter 8% au prix pour vraiment pouvoir comparer. Il reste 30% moins cher, mais surtout il est écologique. Il a été fabriqué en recyclant du CO2, du gaz carbonique. Pour bien comprendre, le lendemain matin, nous mettons le cap vers l'un des endroits les plus célèbres de l'Islande, Blue Lagoon, à 40 km de la capitale. Le lieu est en photo dans tous les prospectus et sur les cartes postales. Ces eaux dont les baigneurs profitent proviennent de la centrale géothermique située juste derrière.
et dont les fumées n'ont rien d'industriel. Car ces fumées contiennent un peu de CO2 à cause de la présence du soufre. Alors, à quelques centaines de mètres de là, a poussé une nouvelle usine. Son nom intrigue, Carbon Recycling International, autrement dit, un recycleur de CO2. Benedict Stephenson est l'un des dirigeants de cette entreprise, pour l'heure, unique au monde. Nous sommes connectés via un tuyau souterrain qui amène à notre usine un courant de gaz. Et dans ce gaz, on a le CO2 que nous extrayons et purifions. Dans ces tuyaux, le CO2 est ensuite chimiquement transformé en méthane, un carburant utilisé aujourd'hui par 2000 véhicules en Islande. Recycler enfin le gaz carbonique, pour Benedict, le potentiel de cette technologie révolutionnaire est immense. On va pouvoir aider les grosses industries du charbon ou les centrales électriques, qui sont les principales sources de CO2 dans le monde, à réduire leurs émissions. On pourra prendre le CO2 de toutes ces industries polluantes et les utiliser dans les voitures. Les Allemands vont reproduire la même usine du côté de Düsseldorf. Des industriels chinois, américains et européens se disent intéressés. Pour l'heure, l'histoire retiendra que c'est ici que l'on a été les premiers à réussir à recycler du CO2. Décidément, l'Islande porte bien mal son nom, car la terre de glace est définitivement le pays de l'énergie verte. Réduire son empreinte écologique et payer moins cher, c'est donc possible, mais il y a encore mieux. De nouveaux matériaux permettent désormais de devenir complètement autonomes et de se passer de chauffage. Il s'agit de maisons sans radiateur, ultra isolées. Elles sont plus chères à fabriquer, mais au final, il n'y a plus de facture. Alors, est-ce vraiment rentable et comment bien choisir? Enquête signée Élise Joseph. Arnaud Lefebvre voulait changer de vie. Il vient d'emménager dans sa nouvelle maison à 1 heure de Paris. Il a même acheté des moutons pour tondre son jardin. Mais quand il faut travailler dehors à cette époque de l'année, ces animaux ont un avantage sur lui. Ah oui, c'est l'hiver. Les moutons, ils n'ont pas froid dans leur laine, mais nous, on n'est pas des moutons. Sa femme et lui ont la fibre écologique. Ça se voit rien qu'à leur maison. Tout ce qui touche aux économies d'énergie, à sauver les ressources de la planète, ce sont des sujets qui les préoccupent. Et pourtant, quand ils sont à l'intérieur, le couple et leur petit bébé peuvent vivre en t-shirt sans aucun problème. Il fait 22 degrés, généralement on est à 20 degrés, mais là comme il y a eu un beau rayon de soleil tout à l'heure, ça nous a chauffé le salon un peu plus. Une température ambiante agréable, et sur leur facture d'électricité, ça ne se voit même pas. Là du coup ça nous revient à peu près en chauffage à 80 € par an. 80 € par an, alors qu'ils payaient 1 000 € pour leur petit appartement en ville. Mais le plus étonnant, c'est qu'on a beau chercher, il n'y a pas de radiateur électrique au mur chez eux. La maison fait 150 mètres carrés et la seule source de chaleur vient d'en dessous. Et donc on a à peu près 45 mètres carrés de plancher chauffant à basse température. Et c'est le seul mode de chauffage et ça permet de chauffer toute la maison. Arnaud et Agnès n'ont pas fait construire n'importe quelle maison. Et comme nous sommes de plus en plus nombreux à succomber à ces nouvelles maisons qu'on appelle sans chauffage, il faut dire que presque la moitié de la facture énergétique du pays part dans nos maisons et nos appartements. Et les factures de chauffage explosent. Plus 25% ces dernières années. Un foyer dépense en moyenne 1 700 € par an pour se chauffer. Chaque année, de nouveaux procédés voient le jour, des nouveaux matériaux moins énergivores. Ils peuvent diviser notre budget chauffage par 3, voire par 5, et parfois même approcher le 0 €. Mais les promesses sont-elles toujours tenues? Aujourd'hui, Laure et Pascal fêtent leurs 10 ans de mariage. Et pour l'occasion, ils se font plaisir. Une grande maison de 200 mètres carrés dans un nouveau quartier de la banlieue de Rennes. En apparence, elle ressemble à celle des voisins. Mais la maison de Laure et Pascal est beaucoup plus respectueuse de l'environnement
c'est une maison passive. Bonjour Sébastien. Le couple a mis toutes ses économies dans cette maison. Bonjour Laurent. Alors il suit les travaux de très près. Vous connaissez tous les artisans par leur prénom? Oui, presque. Tout à fait. Laure, Pascal et leurs 3 enfants sont censés emménager dans 10 jours. La salle. Le parquet est posé, les peintures sont faites. Terminé. Mais avant cela, la maison doit passer un dernier test et il est crucial. On l'appelle le test d'étanchéité. Si les travaux ont été réalisés comme il faut, leur facture énergétique va être ridicule pour une maison de cette taille. Facture de chauffage, à peu près entre 75 et 100 euros, je pense. Ouais, maximum. Maximum pour le chauffage. Et on parle bien à l'année. À l'année. Pour 250 mètres carrés. Pour 200 mètres carrés. Pour 200 mètres carrés. Moins de 100 euros, du jamais vu. En fait, le secret pour avoir une maison qui ne consomme presque pas d'électricité est très simple. C'est de bien l'isoler. L'air chaud ne doit pas sortir et l'air froid ne doit pas rentrer. Du coup, ils ont fait construire comme s'ils habitaient en Suède. Isolation XXL et triple vitrage aux fenêtres. Quand on touche la vitre, on n'a pas cette sensation de froid qu'on a dans certaines maisons. Et surtout caché dans le grenier, un système essentiel qui leur fait économiser beaucoup sur leurs factures, une ventilation double flux. Et là, on a pris une très bonne machine, en effet. Donc on a un échange entre l'air chaud et l'air frais pour pouvoir réchauffer l'air frais entrant. Conséquence, il ne devrait plus avoir besoin d'ouvrir les fenêtres pour aérer. Or, l'aération, c'est 20% de perte d'énergie dans une maison. Mais ce dont le couple est le plus fier, c'est leur grande douche à l'italienne. Ou plutôt la plomberie sous la douche. Pour faire des économies, l'architecte a fait installer un récupérateur d'eau. L'eau chaude de la douche qui part dans les eaux usées réchauffe l'eau froide entrante, ah oui, d'accord. Ici, ce qui fait que le ballon d'eau chaude va réchauffer de l'eau qui est déjà un petit peu préchauffée et va consommer encore moins d'énergie. Toute la maison a été pensée ainsi, avec la volonté de consommer le moins possible. Et maintenant, c'est un peu l'heure de vérité. Le test d'étanchéité va décider du montant de leur facture. Avec cette machine, ils arrivent à dépressuriser l'air comme s'ils étaient dans un avion. Sébastien va pouvoir vérifier avec une sorte de cigarette s'il y a une fuite. On voit que le mouvement de la fumée est régulier, il n'est pas perturbé. En réalité, il y a une fuite. Une toute petite fuite. Alors là, la mèche s'attise, la mèche devient rouge, donc on repère une petite fuite ici. Moins on aura d'infiltration d'air, plus on réduira la facture de chauffage. Ils en sont quittes pour un joint en silicone. Résultat exceptionnel, record battu, ma meilleure mesure en 7 ans. On est super contents. Pour arriver à un tel résultat, Laure et Pascal ont dû débourser plus que pour une construction neuve standard, 60 000 € de plus. Il est médecin généraliste, elle est sage-femme. Et ils ont fait des sacrifices pour se payer cette maison. Je ne suis ni militant écolo, ni activiste, tout simplement convaincu par la démarche écologique. J'avais pas envie que mes enfants me disent « Tu savais, papa, et tu n'as rien fait ». Merci, à bientôt. Si aujourd'hui des économies d'énergie impensables il y a 10 ans sont possibles, c'est grâce à un nouveau métier au nom un peu barbare, thermicien. En Bretagne, Thomas Primo fait partie de ces spécialistes qui font la chasse au gaspillage énergétique. Les fabricants de matériaux lancent sans cesse de nouveaux produits. Cet ingénieur est au courant de tout ce qui se fait. Donc là, par exemple, c'est un isolant qui est fait à partir de coton recyclé. Ce matériau insolite est fait avec les vêtements que l'on jette. Ceux qui sont trop abîmés pour avoir une deuxième vie sont découpés, déchiquetés en tout petits morceaux. Et voilà comment nos vieux habits deviennent une barrière très efficace contre le froid. On trouve aussi des isolants beaucoup plus, on va dire, technologiques, plus pointus. C'est des isolants sous vide d'air en fait. Thomas aide ses clients à s'y retrouver au milieu de toute cette offre. Pour faire appel à ses services, il faut compter minimum 2 500 €. Mais grâce au boom des énergies renouvelables, en bas ici, c'est toutes les maisons individuelles là, depuis 2009. Il a de plus en plus de demandes. Ici, là c'est un golf en fait qui est en cours par exemple en ce moment.
Thomas n'a pas une solution miracle. Il doit tout le temps s'adapter en fonction de l'architecture, de la géographie, du climat. Et ce matin, il a rendez-vous avec son plus gros client. Un immeuble entier en construction à Rennes. Thomas vient s'assurer que le plan qu'il a imaginé depuis des mois fonctionne. Donc ça, c'est le plus gros chantier passif que je gère depuis que j'ai créé ma boîte en 2009. C'est un chantier de 40 logements passifs sur Rennes Métropole. Ce sont des logements sociaux. Les sociétés HLM veulent bien faire des économies d'énergie. Mais il ne faut pas que ça coûte trop cher. Si Thomas y arrive, d'autres bailleurs sociaux pourraient devenir ses clients. Alors ici, il a décidé de faire tout le contraire de ce qu'il fait d'habitude. Il ne va pas isoler le bâtiment de l'intérieur, mais de l'extérieur, avec du bois. Comme s'il emmitouflait tout l'immeuble avec un gros manteau chaud. Il est collé du coup ou pas? Ou il est juste scotché? Il est collé, il a un petit cordon adhésif en haut en bas. Ouais. Et après, celui-là, il n'a pas été collé sur le côté. Normalement, ils sont collés plus scotchés quoi. Ils sont collés plus scotchés. Ah ouais. Là, par exemple, sur ce projet-là, on est à 1 450 € du mètre carré. Donc on est plus cher que sur un projet classique. Mais pas énormément. Par contre, derrière, il y a quasiment plus. C'est-à-dire que les locataires, vu que c'est du logement social, les locataires n'ont quasiment plus de facture de chauffage, quoi. En gros, c'est quelques dizaines d'euros par an, quoi. En matière de construction neuve, la France a fait de très gros progrès ces dernières années. Aujourd'hui, 1000 bâtiments fonctionnent sur ce même principe, sans chauffage. Mais le vrai problème, ce sont plutôt nos vieux immeubles et nos vieilles maisons. Car avec le temps, elles sont devenues de véritables passoires. Plus de la moitié de nos habitations ont plus de 40 ans, une époque où l'on ne faisait pas attention. Pourtant, il existe maintenant des matériaux écologiques qui riment avec économique et qui, vous allez le voir, arrivent à faire des miracles. À Morlaix, cette usine fait figure de pionnier. Elle a été la première en France à fabriquer l'isolant le plus vertueux au monde. Et tous les matins, Jean-Paul Caroff, le patron, attend sa marchandise, sa matière première avec un peu d'impatience. Du papier journal. Là, il y a à peu près 8 tonnes de papier qui ont été collectées dans la journée. L'industriel recycle nos vieux journaux en super isolant écologique. On appelle cela la ouate de cellulose. On en voit certains, il y a même les mots croisés qui sont faits. Ce sont des journaux de personnes qui ont déposé ça dans des associations. Jean-Paul Caroff rachète ces journaux qui auraient dû finir à la poubelle. 100 € la tonne. Mais la demande est telle que les journaux locaux ne lui suffisent plus. Alors il est obligé de se fournir à l'étranger. Si je prends un journal, on voit qu'on est vraiment sur des marchés internationaux. Là, c'est par exemple The Irish Times, ça vient d'Irlande. On a souvent du papier anglais, allemand, français, irlandais. C'est vraiment des matières qui peuvent venir des 4 coins de l'Europe. Tout le monde le sait. Le papier journal est un excellent isolant. C'est même un truc bien connu des cyclistes amateurs et professionnels. Depuis la création du Tour de France en 1903 et encore aujourd'hui, les coureurs glissent du papier journal sous leur maillot lors des étapes de montagne. C'est plus efficace qu'un coupe-vent et en plus il est très bon marché. Mais on s'est mis à utiliser le papier journal comme isolant dans nos maisons que depuis très peu de temps. Car le papier journal a un très gros inconvénient, il prend feu. Alors Jean-Paul est obligé d'ajouter un ingrédient, du sel de bore. Mélangé à ce produit, lui aussi naturel, le papier journal prend alors une toute autre consistance, capable de résister à n'importe quel incendie. Ici, on a la ouate qui est soumise à plus de 1200 degrés. Il n'y a aucun transfert de chaleur. Je l'enlève et il s'éteint. Et voilà, du papier journal qui ne prend plus feu. 90% de papier journal recyclé, 10% de sel minéral. Voici l'un des isolants les moins polluants au monde à produire. La société de Jean-Paul Caroff a réalisé 2 millions d'euros de chiffre l'année dernière et il table sur une croissance hallucinante pour les prochaines années, plus 20%. Si aujourd'hui de plus en plus de foyers français n'hésitent pas à tapisser leur intérieur avec du papier journal, c'est parce que cet isolant est l'un des moins chers du marché, 3 € du mètre carré.
Sur ces chantiers de rénovation, Tristan Brisset ne pose plus que ça. Alors ici, justement, on est sur la partie qui n'a pas encore été rénovée de la charpente. Donc on a l'état de la charpente dans lequel se trouvait la pièce d'à côté. Et ici, on sent bien qu'on a des courants d'air un petit peu partout. Les toits de maisons qui ne sont pas isolés, c'est 30% de la chaleur qui s'échappe et qui sert à chauffer le ciel pour les petits oiseaux. 30% d'économie, la promesse est alléchante. Mais il suffit d'aller sur Internet pour se rendre compte qu'en même temps, le nombre d'escroqueries explose. Travaux mal faits, surfacturés, arnaques aux bilans énergétiques. Avec l'essor des énergies renouvelables ces dernières années, les plaintes se multiplient. C'est la mésaventure qui serait arrivée à Thierry et à sa femme Nawel. Cook. Ils habitent un joli petit pavillon qui date des années 80. Lui est cadre à la poste, elle est aide-soignante. Et le couple est très sensible à tout ce qui touche à l'écologie. On a tellement influencé le climat, la pollution et tout, que maintenant il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait pour nos enfants, nos petits-enfants. Il y a 2 ans, ils ont été démarchés à domicile par un professionnel qui leur a fait miroiter 70% d'économie. Thierry ne s'est pas méfié une seconde. L'installateur avait l'air on ne peut plus sérieux. En plus, moi je vois le logo partenaire EDF Bleu Ciel. Je me dis, c'est des gens qui sont compétents, qui sont reconnus, qui sont certifiés. Donc, moi, ça m'a mis en confiance. Thierry et sa femme n'y connaissent rien. Ils ont fait installer une de ces fameuses pompes à chaleur dont tout le monde parle. Ils ont acheté tout ce que le commercial leur a conseillé. Ils en ont pris pour 20 000 €. Et pas vraiment avec les résultats escomptés. On avait 1 516 € de facture EDF en 2013. Et là, en 2015, on est déjà à 1 439 €. Et il reste encore 2 mois de chauffage à payer, donc novembre et décembre. On est des gens courageux, on se lève tous les matins pour travailler, mais pas pour se faire pigeonner comme ça, quoi. L'an dernier, 2500 consommateurs ont saisi les tribunaux pour des dossiers de ce genre. Il n'empêche, le marché de la rénovation énergétique a de beaux jours devant lui. Le marché est estimé à 24 milliards d'euros par an. Et la France doit baisser de 20% sa consommation d'électricité d'ici à 2020. Direction maintenant la Bretagne. Économiser de l'énergie, c'est bien, mais pourquoi ne pas la produire soi-même? Eh bien, c'est la folle aventure dans laquelle se sont lancés les habitants d'un village des Côtes-d'Armor. Ils ont investi 600 000 € pour construire un parc d'éoliennes, avec l'ambition à terme de devenir autosuffisant en énergie. C'est aussi une belle aventure humaine que nous racontent Stéphane Evano et Vincent Lepreux. Ce soir, pour la dizaine d'hommes réunis en mairie de Saint-Gouénot, au cœur de la Bretagne, c'est une sorte d'aboutissement. Il y a quelques années, ils ont lancé tous ensemble un projet complètement fou. Et aujourd'hui, pour la première fois, leur investissement paye enfin. Sur les 15 800 € qu'on a actuellement en caisse, on redistribue un peu plus de 9 000 €, 9 173. Donc vous voyez un petit peu la répartition. Donc à chaque fois, c'est au prorata des millièmes de chacun. Quelqu'un qui a investi 5 000 € va donc toucher 350 € cette année, peut-être plus l'année prochaine. Et tout ça grâce au vent. Le vent produit par leurs éoliennes qu'ils ont fait installer sur les hauteurs de la commune. Est-ce que c'est à peu près clair dans l'esprit de chacun? Ça arrive au bon moment, hein, juste avant Noël. C'était il y a 10 ans. Cette poignée d'irréductibles bien décidés à sauver leur terroir est parvenue à convaincre une partie des habitants de leur confier leur argent. Et voilà comment de simples villageois se retrouvent aujourd'hui actionnaires et sur le point de toucher des dividendes. C'est plus qu'un investissement en fait. C'est plus une démarche et la volonté de vraiment de s'engager dans un projet concret sur notre territoire et de se dire tous les matins quand on voit les éoliennes tourner, ben voilà, quelque part, voilà, moi j'ai mis de l'argent dans cet outil de production et puis voilà, si ça peut me rapporter un peu d'argent, ben tant mieux. Gilles, tu fais un vote ou quoi? On valide la redistribution? Des particuliers propriétaires d'un champ d'éoliennes, c'est une première en France.
Mais dans ce petit territoire breton, voilà déjà bien longtemps qu'on ne fait plus les choses comme tout le monde. Au début des années 80, cette petite portion de la Bretagne souffre, à l'image de nombreuses communes rurales. 6500 habitants répartis sur 7 petits villages dans l'intérieur des terres qui sont un peu débordés par la mondialisation. Pas d'industrie, une économie entièrement tournée vers l'agriculture et l'élevage, et donc dépendante du prix des matières premières dans le monde. Un petit territoire rural qui perd peu à peu son attractivité, ses habitants, et qui risque à terme de disparaître. Alors au début des années 2000, pour s'en sortir, quelques pionniers décident d'imaginer un nouveau modèle plus solidaire, plus écologique, devenir l'un des tout premiers territoires durables. Ils ne veulent plus rien devoir à personne, ne plus dépendre de personne. Alors depuis, ils font la révolution sur tous les fronts, énergie, agriculture, habitat. Leur objectif, devenir autosuffisant avant 10 ans. Saint-Gouénot, au sud de Saint-Brieuc, l'un des 7 petits villages de la communauté de communes du Menet. Avant ici, la vie ronronnait. Du colza, de l'élevage, un peu de pluie et pas mal de vent. Le maire Jacques Héniel est éleveur de charolaises. Sa famille a toujours vécu et travaillé ici. Ouais, tout de suite. Il est l'un de ceux qui a réveillé le petit village gaulois. Il y a cette image d'Astérix du village gaulois, mais ça dépasse ça, mais même si ça en fait partie, puisque bon, dans Astérix, c'est des gens qui s'organisent, qui se prennent en main, qui n'attendent pas forcément des autres pour se développer. C'est un peu ça le territoire du Menet aussi, mais en plus, il ne faut absolument pas se couper de l'extérieur. Il faut aller voir ailleurs ce qui se passe, parce qu'il se passe des choses intéressantes. La comparaison avec Astérix est pertinente, car comme le héros de la bande dessinée, Jackie et ses administrés ont beaucoup voyagé pour trouver une solution à leurs problèmes. Entre 2002 et 2005, ils se rendent un peu partout en Europe pour chercher de nouvelles idées de développement. Danemark, Angleterre, Hollande. Ils finissent par tomber sur un petit village en Autriche, Güssing. Quelques habitants du Menet, dont Jacques Héniel, bien sûr, vont là-bas. Le territoire est très semblable au Menet, à la différence près que Güssing vit en autonomie énergétique totale. Les voitures roulent au biodiesel. Ils possèdent des centrales biomasse, des systèmes de chauffage collectif. Un exemple qu'on vient étudier des 4 coins de l'Europe. Pour les Bretons, c'est une révélation. C'est décidé. Le Menet deviendra le Güssing français. À Güssing en Autriche, on a vu de la fabrication d'huile, on a vu de l'éolien, on a vu vraiment un territoire similaire au Menet qui s'est pris en charge et qui donc a travaillé sur ce mix énergétique que nous, on est en train de mettre en place ici sur le Menet. Pour réussir, il faut exploiter au maximum les ressources locales. Et dans ce coin de la Bretagne, il y a une matière gratuite en abondance. Ce n'est pas la pluie, mais c'est le vent. 2600 heures de vent en moyenne par an. C'est une très bonne zone puisqu'on est quand même sur les points culminants du centre-est Bretagne. Et d'ailleurs, on avait eu un premier parc qui s'est monté là, en 2004-2005 et qui nous démontrait que ça avait du sens de monter de l'éolien ici. Ce parc d'éoliennes, l'un des premiers en France, se trouve à quelques kilomètres. Mais il appartient à un fonds de pension américain, le Comble. Là, ça tourne, hein? On est à combien? 80 km/h? Ah, je sais pas, mais on sent bien le vent, là. On sent bien le vent. Enfin, et là, quand on se met face au vent, là... On doit bien être à 80, hein. Là... C'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de construire leurs propres éoliennes. Si les investisseurs institutionnels investissent dans ce genre de choses, c'est pour gagner de l'argent. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas, à juste titre, participer dans ce genre de projet. Je trouve que c'est tout à fait logique. L'économie ne tourne pas rond. Quel intérêt à ce qu'un fonds de pension américain vienne investir sur un parc éolien dans le Menet? Donc on s'est dit, s'il y a des investisseurs qui doivent investir dans ce type de projet, ça doit être d'abord et avant tout des investisseurs du territoire. Un an après être allés en Autriche, les Bretons forment un groupe de travail. Tout le monde se retrousse les manches, il faut que le projet tienne la route. À l'époque,
le petit groupe passe pour une joyeuse bande d'illuminés. Ils parlent plan de financement, énergie verte, permis de construire. Il y a bien sûr Jackie, le maire du village, mais aussi Gilles, sociologue, Régine, comptable, ou encore Jacques, grossiste en fruits et légumes. Ils ont misé sur leur territoire. Maintenant, ils font appel à la légendaire solidarité bretonne. C'est une histoire de copains et de famille. Donc ça dépasse l'aventure humaine, donc ça va vraiment en profondeur parce qu'on aime ce territoire et puis on y participe chacun à sa manière, donc pour continuer à l'animer, à le faire vivre. Le principe est simple. Chacun pourrait investir un peu de ses économies pour financer une partie des éoliennes. L'électricité produite ne servirait pas à alimenter les habitants du Menet, mais elle serait revendue à EDF. Finalement, à force de réunions, de convictions, 137 familles acceptent de verser entre 2 500 et 10 000 euros. Ils arrivent à réunir 650 000 euros. Et après 4 années de réunions et de dossiers administratifs, les 7 monstres d'acier sortent enfin de terre. Ces éoliennes plantées au milieu des champs sont devenues le symbole de la lutte du Menet pour son indépendance énergétique. La preuve que l'économie collaborative, ça marche. Depuis, Gilles, le sociologue, ne se lasse pas de les prendre en photo. Ce photographe amateur est l'un des premiers à avoir cru au projet et à son mode de financement, accessible à n'importe quel petit investisseur. Ce qui nous a intéressés, c'était d'abord qu'on était dans le champ de l'économie sociale et solidaire et que c'était un montage juridique qui permettait de rentrer dans le capital des gens avec des petites sommes qui correspondent aux économies qu'on peut les uns et les autres faire. Comme lui, il y a Jacques, le grossiste en fruits et légumes. Il a investi quelques milliers d'euros dans ce parc d'éoliennes. Et il a emmené dans l'aventure sa petite sœur. Salut! Voilà. Ça va et toi? Car Régine est comptable. C'est elle qui, depuis le début, surveille les finances de ces 137 épargnants solidaires. On a mis 112 500. Ouais. Tu crois qu'ils vont les renégocier? J'espère qu'ils vont les renégocier, ça dépend à quel montant ils sont. Mais Régine et son frère sont plutôt détendus, car pour savoir si la petite entreprise se porte bien, il leur suffit de lever le nez. Et maintenant, les éoliennes, on les regarde tourner et on est content quand il y a du vent, quoi. Régine, Jacques et tous les autres le savent, ce n'est pas avec leurs dividendes qu'ils deviendront millionnaires. Pour eux, il s'agissait surtout de montrer qu'en économie, la fatalité n'existe pas. On n'est pas là non plus en se disant vivement qu'on ait cet argent. Voilà, au départ, c'était quand même pas non plus ça la logique de l'investissement. Ça permet de redynamiser aussi une commune avec ses habitants, c'est-à-dire que les habitants prennent vraiment part entière au développement de ce qui se passe sur leur territoire. Et dans ce combat pour l'indépendance énergétique, les habitants du Menet n'en sont pas restés là. Dans la foulée des éoliennes, ils ont trouvé des investisseurs pour construire cette usine. Elle fabrique du méthane. C'est la première en France à l'époque. L'usine recycle les déchets des exploitations et des élevages comme le lisier pour les transformer en électricité. Elle fournit chaque année l'électricité à 4000 foyers français. Un pas de plus vers l'indépendance énergétique. Et ce n'est pas tout. Ils ont poussé leur logique écolo jusqu'au bout. Ils ont également eu l'idée d'utiliser les terres en jachère pour y planter du colza. Avec les tiges et les feuilles, ils arrivent à fabriquer du tourteau de colza. Des petits granulés qui leur servent à nourrir leurs vaches et leurs cochons. Cela leur revient 5 fois moins cher que le soja qu'ils importaient auparavant d'Amérique du Sud. T'as déjà goûté? C'est un peu amer quand même. C'est un peu amer, ouais. Donc c'est ça qui remplace le tourteau de soja. Voilà, donc on n'a plus besoin des Brésiliens pour du Mato Grosso pour nous alimenter. On s'alimente à Saint-Gueno et non au Mato Grosso. Une nourriture locale, garantie sans OGM. C'est beaucoup plus écologique qu'un soja transgénique venu du bout du monde. Et avec la fleur de colza, on produit de l'huile. Environ 1500 tonnes chaque année. Elle est vendue en huile de table par Jacques, le grossiste en fruits et légumes. Mais elle sert aussi de traitement des sols pour les pommes de terre.
Et en cas de hausse des prix du carburant, la coopérative devient la station-service de Jackie et des autres agriculteurs locaux. Car leurs tracteurs, comme tous les véhicules diesel, peuvent parfaitement rouler à l'huile de colza. Ce tracteur, il peut fonctionner à 100% à l'huile et il peut fonctionner aussi à 30%. Donc là, aujourd'hui, je mets 30% parce que le gasoil est moins cher que l'huile. Donc on a la chance de vendre de l'huile plus chère aujourd'hui. Donc voilà, j'essaie de faire des économies un petit peu partout et gagner un peu d'argent un peu partout aussi. Mais si un jour le pétrole redevenait aussi cher qu'en 2008, eh ben, c'est un tracteur, on met 100% d'huile dedans et ça fonctionne. On est des paysans, mais on s'adapte à l'économie. Le seul inconvénient finalement, c'est l'odeur de frites un peu persistante. Ça sent un peu la friture, mais je crois que c'est pas désagréable. Hein. Ça vaut bien le CO2. Pour l'instant, le Menet arrive à produire l'équivalent d'un quart de sa consommation énergétique. Un second parc éolien est en projet. D'autres initiatives devraient suivre. Grâce à cette autre façon de faire de l'économie, le Menet pourrait bien devenir d'ici à quelques années le premier territoire 100% autosuffisant en France. Et si tout va bien, grâce à ces éoliennes, les habitants de ce territoire devraient parvenir à l'autosuffisance énergétique d'ici à 2020. C'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de Tout compte fait, qui s'arrête d'ailleurs le temps des vacances pour ceux qui ont la chance d'en prendre. Rendez-vous désormais le samedi 9 janvier avec un nouvel horaire, 14 h. Merci de votre fidélité et bonne fête de fin d'année à tous. Et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye.